conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Ousmane El Hadji Ibrahim a saisi l'occasion du récent développement de nos relations avec l'Union européenne, sanctionnée par le rappel de son ambassadeur Salvador Pinto da França pour remonter le temps afin de rappeler certains faits malveillants des Occidentaux contre le Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. Je vous propose de le suivre. Depuis le 26 juillet 2023, date historique de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la gouvernance au Niger a pris un nouveau cap. Un cap axé essentiellement sur la quête de la souveraineté du Niger dans tous les domaines, y compris celui de nos rapports avec le reste du monde. Au-delà de l'annonce répétée de cette nouvelle posture, tous les actes publics posés par les nouvelles autorités du Niger s'inscrivent strictement dans cette logique. Un signal fort envoyé à maintes reprises à nos partenaires pour leur dire que la base de tout partenariat avec le Niger est le respect mutuel ou rien. Certains de nos partenaires l'ont vite compris. Par contre, d'autres, particulièrement les Occidentaux, habitués à l'ancien ordre, n'arrivent pas par déni à s'aligner sur cette nouvelle vision dont la pierre angulaire reste et demeure la souveraineté nationale. Depuis le début de cette nouvelle dynamique, la France fait feu de tout bois pour semer le chaos au Niger, tantôt à visage découvert, tantôt par des organisations internationales interposées. Pour s'en convaincre, il suffit de remonter le temps pour nous rappeler des actes subversifs posés en lien direct avec cet objectif. D'abord, la France a instrumentalisé ECAP Sahel Niger, une structure européenne censée accompagner le Niger dans le domaine sécuritaire, qui a vu son objectif se transformer en niche de subversion à partir de laquelle les agents de la DGSE française conçoivent et exécutent les opérations de déstabilisation de notre pays. La découverte de motos neuves, celles-là même qu'utilisent les terroristes, et des armes détruites parce que leur entrée au Niger n'étant pas signalée en sont les preuves. Parmi les agents de services de renseignement occidentaux qui ont séjourné au Niger dans le cadre de Cap Sahel, Régis Barrio, Christine Barche, Philippe Ponce et Sabine Ouazani Dahabi ont été particulièrement actifs dans le manœuvre de déstabilisation de notre pays. Ils ont échoué. On se rappelle également de la découverte d'une cache d'armes de guerre dans un quartier de Niamey, un vrai centre d'opération militaire avec une logistique assez fournie, des moyens de transmission ultra modernes, des lance-missiles, des armes individuelles et collectives et des munitions de toutes sortes. Ils ont échoué. Après la découverte de ce complot, la France a jeté son dévolu sur une ONG américaine dénommée OSA Solutions sous prétexte d'organiser une formation pour les ONG locales du 25 au 27 août 2024 à l'hôtel Alia à Niamey avec des instructeurs d'un pays voisin, mais dont la mission était double. 1. Introduire d'importants moyens financiers et logistiques au profit de ces agents locaux. 2. Recruter des sources locales supplémentaires. Ils ont échoué. La France a utilisé aussi 2 cabinets à Niamey comme relais pour ses services de renseignement. Le premier cabinet dénommé INSO, situé au quartier Plateau, est dirigé par le sieur Yannick Deville. La DGSE française s'est appuyée sur ce cabinet pour recruter des sources et des agents qui passent très souvent à l'acte. Les agents sont recrutés parmi les personnes vulnérables et les terroristes dans les zones d'instabilité et de localités où se trouvent les intérêts français. Mais depuis leur départ, les services de renseignement français ont perdu le contact avec une grande partie de ces sources, puisque le directeur de l'INSO, Yannick Deville, ainsi que sa femme chargée de la formation en sécurité dans le même cabinet sont actuellement bloqués en France. La deuxième structure à la solde de la France est la Société africaine d'études et de réalisations Saher Emploi, la Bourg-Niger, qui appartient aussi à un Français. Sa gestion a été confiée à un Nigérien dont nous tairons ici le nom. En plus de placement d'agents dans toutes les sociétés françaises qui exercent au Niger, telles que Barkhane, Afrang, Orano, Somaïl et j'en passe, Saher Emploi faciliterait des transactions de sommes faramineuses
pour les anciens dignitaires du régime déchu. Ils ont échoué. Vient ensuite l'épisode de l'ONG Winrock utilisé pour accueillir des agents de la DGSE française dotés de faux passeports et de fausses nationalités. Des fraudes de ce genre ont été découvertes à l'aéroport international Jori Hamani de Niamey et les fraudeurs aussitôt expulsés de notre territoire. Ils ont échoué. En fin de l'année 2023, les circonstances troubles de l'enlèvement par les terroristes d'un véhicule Land Cruiser Station Wagon de l'ONG française Médecins sans frontières rempli des produits pharmaceutiques à destination de Mangaise, région de Tillabéri, puis retrouvé 2 semaines plus tard au même endroit, mais vidé de sa cargaison, soulève aussi des interrogations sur des présumés appuis de cette ONG aux terroristes dans cette région. Le 13 mai 2024, d'importantes quantités de vivres destinés à la vente à prix modéré et à la distribution gratuite ciblée aux populations de Banibangou, région de Tillabéri, ont été interceptés par les terroristes. Par une coïncidence quelque peu douteuse et suspecte, dans un premier temps, c'est un véhicule de l'OPVN transportant des vivres pour ces populations qui a été intercepté, puis quelques minutes plus tard, 2 camions du Programme alimentaire mondial PAM se sont retrouvés au même endroit où ils ont été également interceptés par les terroristes. Ces derniers ont emporté ce jour-là 25 tonnes de mil au PVN, 45 tonnes de riz et 22 tonnes de haricots appartenant au PAM. S'agit-il d'un ravitaillement déguisé pour les terroristes par le PAM? Qui a informé les terroristes du mouvement de ces camions puisqu'ils ont demandé aux chauffeurs de l'OPVN arrivés le premier sur le lieu pourquoi le mil alors qu'on leur a annoncé du riz et du haricot? Ces questions méritent d'être posées au regard de ce concours de circonstances. Le récent développement de nos rapports avec l'Union européenne vient encore nous rappeler que des manœuvres sournoises dont l'unique objectif est la déstabilisation du Niger continue. Vous l'avez appris sur nos antennes, l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, a pris sur lui la responsabilité de se substituer aux autorités nigériennes pour demander et obtenir au nom du Niger, sans aucun mandat, une aide humanitaire d'un montant d'1,3 million € qu'il a justifié par les conséquences des récentes inondations au Niger. Certes, une aide obtenue au nom du Niger, mais pas pour le Niger. C'est une affaire savamment montée par les diplomates européens pour se transformer en biaiteur professionnel et distribuer à sa guise le montant obtenu sans s'encombrer d'usages diplomatiques en pareille circonstance. Dans de telles conditions, la réaction de nos autorités a été immédiate. En plus de la demande de son rappel, le Niger a commandité en même temps un audit sur la gestion des fonds que l'ambassadeur a encaissés. La réaction du gouvernement par rapport à cette désinvolture de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a fait également écho en Europe, où la presse a révélé une utilisation non orthodoxe des fonds alloués par l'Union européenne. Le journal Monde Afrique, dans sa parution du 25 novembre 2024, a écrit, je le cite, « Un audit serait instructif sur le dévouement des fonds cultivés en toute impunité par l'Union européenne depuis des décennies. » Fin des citations. Dans le même article, le journal nous apprend aussi que dans le cadre du 6e mandat 2022-2024 de Cap Sahel Niger, 72 millions d'euros étaient destinés au Niger, mais ce montant a été intercepté et carotté par la France. D'autres sources nous apprennent par ailleurs l'achat par le sieur Salvador Pinto da França d'un domaine de 6 millions d'euros au Portugal. Endetté donc jusqu'à la moelle, Salvador Pinto da França n'a d'autre alternative que de chercher à grignoter dans les allocations humanitaires de l'Union européenne pour rembourser ses dettes, d'où tout l'intérêt d'auditer sa gestion des dites allocations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré ce matin à son cabinet les comités des 8 régions et de la diaspora chargés de la rédaction du mémorandum des assises nationales. C'était notamment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, du secrétaire général du gouvernement, du ministre en charge des Affaires étrangères et des membres du cabinet du Premier ministre. Le point avec Aïcha Toubawa et Issa Issa.
À travers cette rencontre, le Premier ministre entend porter à la connaissance des différents comités des 8 régions et de la diaspora chargés de la rédaction des mémorandums quelques points importants relatifs à la tenue des prochaines assises nationales. Cette rencontre de ce matin est de partager quelques points avec vous, notamment vous confirmer que le 2 octobre 2024, le chef de l'État, président du Conseil national de la sauvegarde pour la patrie, Jean Tchani, avait signé un décret portant création de la commission nationale chargée de l'organisation des assises. C'est un décret qui a défini les attributs effectivement qui serviront à organiser réellement ces assises. Puis le 24 octobre, puisque ce décret nous demande de procéder à ce travail, en tant que Premier ministre, nous avons pris un arrêté le 24 octobre 2024 portant création, mission et composition d'un comité technique préparatoire des assises nationales. C'est un comité technique, effectivement, à l'interne, qui aura pour mission, effectivement, de préparer un certain nombre de textes, dont l'un des plus importants, c'est cette contribution qui est remontée de l'intérieur du pays et de la diaspora. Pour rappel, ces différents comités régionaux et de la diaspora sont porteurs des mémorandums ayant trait aux préoccupations et contributions de toutes les 8 régions du pays et de la diaspora. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a tenu à rappeler d'autres préoccupations et non de moindres dont la Commission nationale chargée de l'organisation de ces assises nationales doivent nécessairement en tenir compte. Le pays a fait face depuis le 30 juillet de l'année dernière, date à laquelle la CEDEAO et la communauté dite internationale avaient pris des mesures punitives contre notre pays. Tous les partenaires de l'État du Niger, notamment les partenaires multilatéraux, bilatéraux, avaient suspendu leur coopération. Il y avait eu fermeture de frontières, vous le savez. Les médicaments ne pouvaient pas parvenir au pays, suspension de fourniture d'électricité, le tout couronné par une menace de livrer une guerre physique, c'est-à-dire des attaques à armes réelles. Mais cette guerre, il faut le noter, n'est pas finie. Nous sommes en guerre. Il n'y a pas que la guerre physique, cette guerre se poursuit, puisque nous continuons à vivre dans notre chair les conséquences de ces sanctions. Et c'est important que les Nigériens que nous sommes, nous intégrions cela. Nous devrions donc prendre vraiment conscience que le combat, il ne fait que commencer. Chacun d'entre nous a la lourde responsabilité de défendre le pays. Et c'est extrêmement important qu'on n'oublie pas cela. Ça ne s'oublie pas. On peut, en tant que croyant, pardonner, mais on n'a jamais et on n'aura jamais le droit d'oublier. Parce que si on oublie, évidemment, on tombe dans une situation où on peut être supplié. Il est important de souligner que la première réunion du comité technique présidée par un représentant du secrétariat général du gouvernement avec les comités régionaux et de la diaspora se tiendra le jeudi 5 décembre prochain. Elle sera l'occasion de porter à la connaissance des comités régionaux les détails du contenu du mémorandum au niveau central afin qu'ensemble, ils puissent entamer les préparatifs de ce rassemblement décisif et déterminant que sont les assises nationales tant attendues. Et oui, merci Ousmane El Hadji Ibrahim pour ce rappel des faits malveillants des Occidentaux contre le Niger. Le ministre des Transports et de l'Équipement était ce matin au niveau du chantier d'aménagement des voiries urbaines
où les travaux préparatoires se poursuivent activement et au niveau du chantier de réhabilitation de l'axe Niamey-Kolo au niveau du village de Ndungatarei où les travaux d'urgence engagés sont pratiquement achevés. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Faisons le point avec Ajara Blaziz et Issoufou Samela. Première étape de la visite terrain du ministre des Transports et de l'Équipement de ce mardi 3 décembre 2024, le Centre de perfectionnement des travaux publics CPTP, où sont entreposés des éléments du rail démantelés au niveau de la RN1 dans le cadre de la réalisation du projet d'aménagement des voiries urbaines à Niamey. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, qui est venu s'assurer de la sécurisation de ces matériaux composés notamment de longueurs de rails découpées, d'éclisses en bois et en béton ou encore de vis à rail, a eu de la part du responsable des lieux, Soli Ousseini, des explications sur les dispositions prises à cet effet. Parmi celles-ci figure l'installation de plusieurs caméras de surveillance. Le ministre des Transports et de l'Équipement s'est ensuite rendu au niveau du chantier d'aménagement des voiries urbaines à Niamey sur la RN1 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. À ce niveau, ce sont les travaux préparatoires du projet qui se poursuivent avec le démantèlement des rails restants sur l'emprise de la route et la réalisation des déviations prévues, dont la première longue de 4 km est presque achevée. Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou est allé par la suite à Sorey, où la route a été coupée suite aux fortes précipitations enregistrées cette année. À ce niveau, la Sogea Satom Niger qui exécute les travaux va en lieu et place du pont existant long de 42 mètres construire un nouveau de 100 mètres linéaires qui pourra contenir le flux des eaux pour éviter de revivre cette situation fâcheuse conformément aux directives données par le ministre des Transports et de l'Équipement lors de sa précédente visite au niveau du site. Dernière étape de cette sortie du colonel-major Salissou Mohamed Salissou, la route Niamey-Kolo qui a subi le même sort que la RN1 à Sorey au niveau du village de Ndungatarei. D'une route impraticable au moment des faits, voici à quoi ressemble cette voie au passage du ministre. Le 25 août passé, nous étions ici après une semaine d'intenses travaux conduits par une entreprise de la place, Mauré, qu'il faut saluer et féliciter ici, pour lancer la remise en circulation de ce pont de Ndunga. Les travaux ont continué depuis le 25 août pour pouvoir réhabiliter la chaussée à la grande satisfaction des populations. Et nous sommes là aujourd'hui le 3 décembre pour constater la finalisation du bitumage. Il nous reste quelques travaux de protection à faire pour que les travaux soient finis de façon définitive. Mais d'ores et déjà, comme vous pouvez le constater, en tout cas la chaussée sur 1 km 100 est pratiquement finie et à la grande satisfaction des riverains. Nous avons eu aussi, avant d'être à ce niveau, faire le tour des travaux de voirie au niveau de la RN1, sortie d'Osso, qui sont en train d'être effectués par la société Satom. Nous avons constaté que les travaux avancent très bien. Au niveau des démantèlements des rails qui sont préliminaires aux travaux, sur les 5800 mètres linéaires de rails qu'il faut enlever, ils sont à pratiquement 5700. Il reste une centaine de mètres qui, dans les 48 à 72 heures prochaines, vont pouvoir être finalisés. La déviation, il reste la couche de l'enduit superficiel du bitume qui va être aussi portée en temps opportun. Et nous avons constaté aussi au niveau du pont de Sorey des travaux qui sont en train d'être faits pour finaliser les études nécessaires à l'implantation même du début des travaux du Sorey. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande satisfaction pour nous de voir que les différents acteurs, les entreprises, les bureaux de contrôle sont à pied d'œuvre pour s'assurer que, en tout cas, ce qu'on a connu comme coupure de la capitale pendant la campagne hivernale passée ne viennent pas nous trouver pendant la campagne hivernale que nous entamons, Inch'Allah, dans quelques mois. Au retour, le ministre des Transports et de l'Équipement a marqué un temps d'arrêt au niveau du chantier de colmatage du tronçon Garim Malam Kolo. Tout comme aux précédentes étapes, il a insisté sur la réalisation des travaux de qualité et un meilleur entretien routier pour justement éviter ces travaux de colmatage coûteux.
Suite de cette édition, la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a réceptionné ce matin une contribution d'une valeur de 59 205 000 francs CFA. Une contribution en nature apportée par la CNPC en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Les détails avec Mahmoud Idrissa Mega et Suleiman Wali. Il s'agit effectivement d'une importante contribution de la China National Petroleum Corporation, CNPC, apportée au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Une contribution en nature d'une valeur de 59 205 000 francs CFA, composée de riz, de farine, d'huile, de médicaments et de fournitures scolaires. Préoccupé par les besoins. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.